Par courtoisie, je voudrais prévenir mes collègues que je n'ai pas l'intention d'être bref. Non, ben bon, c'est comme ça, hein, c'est temps programmé. Je le fais vraiment par courtoisie. Hein. Pour ceux qui auraient une course urgente à faire, c'est le moment. Oui, le temps programmé vous permet tous les excès, Monsieur le Président. Merci. Et vous avez remarqué que j'en use modérément. L'article 46, si j'interviens à ce moment sur mandat de mon groupe, c'est qu'il a à nos yeux une signification politique très importante. Encore une fois, je l'ai déjà dit en ouvrant dans la discussion générale le regard sur ces questions. Ce qui est en cause, ce n'est pas la bonne ou la mauvaise foi des inventeurs de ces dispositifs. Nous n'entrons pas dans cette discussion. Nous sommes sur quel sera le résultat prévisible compte tenu de la difficulté dans laquelle nous sommes déjà. Autrement dit, nous sommes déjà, quoi qu'il y ait eu la loi SRU, qui ait permis de passer de 60 000 logements qui se construisaient auparavant, 65 000 pour être précis, a permis de passer ensuite à une cadence de 120 et un peu plus par an, qui est attribuée d'une manière générale à l'incitation, que dis-je, l'obligation que représentait la loi SRU. On ne dit pas qu'elle était parfaite, ni que, pour finir, elle est résumée l'idée qu'on se fait de l'aménagement du territoire. Mais en tout cas, elle a eu une efficacité. Et elle a eu aussi des limites, et on les a vite vues. Ces limites, c'est que les ghettos de riches n'ont pas des armées, alors que c'est quand même de ce côté-là qu'on attendait le plus d'efforts, puisque c'était de ce côté-là que c'était le plus facile à faire, vu qu'on partait de loin. Je dis les ghettos de riches, pardon pour ceux qui ne sont pas riches mais y vivent. Neuilly-sur-Seine, 6% de logements sociaux, n'a pas respecté une seule fois depuis 2002 les objectifs de rattrapage de logements sociaux qui lui étaient assignés. J'appelle ça un ghetto de riches. Non, mais j'appelle ça un ghetto de riches pour la raison qu'une famille sur 5 paye l'ISF à Neuilly. Je peux vous parler de ghetto de pauvres, c'est-à-dire là où il y a 70% de la population qui vit en dessous du seuil de pauvreté. Ce sont des niveaux de revenus qui sont connus. Oui, je suis obligé de le dire. Saint-Maur-des-Fossés, 8% de logements sociaux, n'a pas respecté une seule fois depuis 2002 ses objectifs de rattrapage. Le Vésinet, 8% de logements sociaux, n'a pas respecté une seule fois depuis 2002 ses objectifs de rattrapage. Mais faisons-nous encore nation commune ou pas? La loi dispose que tout le monde doit s'y mettre à 25%. Il y en a qui partent de quasiment rien et ne font rien, et préfèrent payer, lorsqu'ils sont mis en cause, les amendes plutôt que de construire du logement social. Mais je ne crois pas qu'il y ait un banc ici où quelqu'un trouve ça normal. Alors à quoi bon légiférer? À quoi bon décider que nous faisons peuple commun si certains s'en émancipent et décident que plutôt payer que de se mélanger? Eh bien si, il faudrait se mélanger. Et c'est pas... Oui, se mélanger. Parce que la vie est triste quand on ne se mélange pas. Et maintenant, devant de tels abus, les élus locaux qui n'ont pas fait leur devoir, eh bien, sont passés entre les gouttes, car sur 266 communes sont sous l'effet d'un arrêté de carence du préfet. 266 communes. Alors évidemment, ça ne dit rien en tant que chiffre en valeur brute, mais quand on le rapporterait, ça veut dire que c'est seulement 41% des communes hors la loi qui se sont vues tirer les oreilles. Est-ce normal? Pourquoi les autres continuent-ils tranquillement leurs méfaits et à ne pas respecter la loi et à y désobéir? Alors, après que valent les grands discours sur force doit rester à la loi? Ce n'est pas seulement à propos des voleurs de mobylettes ou de ceux qui attaquent les banques que force doit rester à la loi. Force doit rester à la loi quand nous en avons disposé ici et nous avons voté la loi SRU à l'unanimité. L'Assemblée nationale a voté à l'unanimité la loi SRU, tous bancs confondus. Et voilà des gens qui décident que pour eux, eh bien non, la loi, ça ne s'applique pas, on n'a qu'à la faire appliquer ailleurs. Je veux que ma voix porte ici la protestation de tous les autres, et d'abord de tous ces élus qui ont honnêtement pris leur part de la décision commune. Tous ceux qui ont décidé de faire ces constructions sociales parce qu'ils avaient pris conscience du fait qu'ils n'étaient pas au niveau auquel le pays les attendait. Et ce n'est pas que ça faisait spécialement leur affaire, pour beaucoup d'entre eux. Et des fois, ils ont craint qu'il y ait un déséquilibre dans les populations, puisqu'ils avaient observé que dans le logement social, à la faveur de tout ce qui s'est produit ces dernières années, et de l'appauvrissement général de toute une partie de la population, ils craignaient que dans leur ville, le logement social soit non seulement
un résultat qu'ils n'attendaient pas, mais en plus une charge de plus pour les bureaux d'aide sociale, etc., etc., etc. Ceux-là ont fait courageusement leur devoir. Ils ont obéi à la loi. Des fois, ça ne leur plaisait pas. Et à cela, que va-t-on leur dire? Eh bien, vous avez eu bien tort, venez d'appliquer la loi. Car ceux qui ne l'ont pas appliquée n'auront pas plus de mal à l'appliquer qu'ils ne l'avaient hier. Qui mieux est, ils seront encouragés et cajolés, puisqu'on dira, eh bien maintenant, comme vous faisiez vous, les mauvais sujets, tous les autres peuvent en faire autant. Voilà les raisons pour lesquelles on ne peut pas accepter ce qui est en train de se décider, et comprenez qu'on le prenne fort mal. Le logement social est une charge nécessaire pour toute la société, car cela revient à dire tout le monde a droit à un toit. Ce n'est pas facile, on est au courant. C'est d'ailleurs pour ça qu'on est en train d'en discuter. Et bien sûr, vous pensez-vous que c'est en libérant les mécanismes du marché, on a entendu lesquels, eh bien, l'argent viendra pour construire. Comment vous y êtes-vous pris? D'abord, vous avez siphonné les trésoreries des sociétés HLM. Et maintenant, vous leur dites qu'il va falloir construire davantage, et pour ça, vous allez faire premièrement des économies d'échelle en vous regroupant. Et deuxièmement, vous abonderez votre capital en vendant les appartements que vous avez, qui vous permettra d'avoir des ressources pour en construire de nouveaux. Tout ça repose sur une illusion, c'est que tout ça se ferait. Non, ça ne se fera pas, parce que le marché n'a jamais été capable de répondre à la demande insolvable. Or, par définition, la demande sociale est fondamentalement une demande insolvable. C'est pour ça que c'est une demande sociale. Par conséquent, le marché est incapable d'y faire face. Incapable d'y faire face. Et comme vous avez fragilisé tous les autres mécanismes de vie des gens dans le lieu où ils vivent, dans leur logement social, en mettant des baux précaires, en permettant, sous le prétexte d'une révision tous les 6 ans, une insécurité de tous ceux qui sont dans ces logements sociaux. Oui, on peut dire alors maintenant, quand on croise tout ça, comme je vous l'avais dit au début du travail sur cette loi, quand on croise toutes ces mesures les unes avec les autres, on s'aperçoit qu'on a établi la loi du marché dans le logement social, c'est-à-dire en fait qu'on en finit avec le logement social. Car la loi du marché, c'est toujours la guerre de chacun contre tous. C'est toujours la guerre de tous contre ceux qui sont les plus désarmés. Et ce que je dis là n'a rien d'un emportement lyrique. C'est la mesure pure et simple de ce que l'on constate quand on observe avec sérieux, avec les études, les moyens d'étude de la sociologie, ce qui se passe quand les plus pauvres, les plus désarmés, les plus démunis sont privés des moyens de faire face à leur situation. 2 millions de familles attendent encore dans ce pays une attribution de HLM. Qui parmi nous n'a pas vu une fois ou l'autre un travailleur ou une travailleuse, femme ou homme sérieux, qui vient vers vous ayant appris que vous êtes parlementaire et vous dit « Est-ce que vous pouvez quelque chose pour moi ?» Parce qu'à la mairie, ils n'ont rien pu pour moi. Je suis allé les voir, j'ai vu l'assistance sociale, tout ça. Et voilà 9 ans, voilà 10 ans que j'attends un logement et que nous sommes empilés à 4 ou à 5 dans 20 ou 30 mètres carrés. Qui ne l'a vu? Le surpeuplement est la situation actuelle du domaine social français. Voilà la raison pour laquelle tout ça ne nous convient pas. Il faut au contraire renforcer les objectifs de SRU. Monsieur le ministre, vous m'avez fait l'amabilité de me dire que mon propos initial vous avait intéressé. Et je crois que, dans la discussion que j'ai eue avec vous, nous avons une compréhension commune du phénomène auquel nous sommes exposés. La question du logement est devenue une question nodale, en quelque sorte, dans la civilisation urbaine, pour la raison que la civilisation est devenue urbaine. Et que le 80% de l'humanité, 60% à l'échelle de la planète, 80% pour notre pays, vit en ville. Dès lors, la situation de la ville change de nature. J'ai dit au tout départ que la question était de savoir si on abandonnait à partir de là la question du logement à la loi du marché, qui spontanément apparaît dès qu'on confronte offre et demande. Ou bien, est-ce que par la loi, la planification et l'organisation, on ne va pas essayer de maîtriser? Maîtriser quoi? Le prix du foncier. La véritable mesure révolutionnaire qu'on pourrait prendre, ce n'est pas la mesure castriste que vous avez proposée à propos de la proportionnalité du loyer avec les revenus, mesure qui se retournera en son contraire, parce que, comme je vous l'ai dit, ne resteront dans les appartements que ceux qui payent le moins, parce que ceux qui payent le plus n'auront qu'une hâte, c'est pour la même somme d'aller ailleurs. Non, ce n'est pas ça, la vraie mesure révolutionnaire. Ça serait de faire en sorte que le foncier ne puisse plus jamais être objet d'accumulation. Et pour cela, il faudrait dire que sur la durée d'une acquisition, le droit, le prix à la fin serait établi
au prix qu'il était au départ, augmenté de l'inflation, de manière à ce que personne ne perde rien à son investissement, mais que personne ne s'enrichisse sans cause. J'ai déjà donné de nombreux exemples. N'importe quel propriétaire parisien peut venir ici et il devra nous expliquer quelle est la cause réelle de son enrichissement de 350% qu'ont augmenté les prix dans Paris, alors qu'il n'y a rien de changé autour de leur appartement. C'est exclusivement la communauté, la collectivité qui fait que la valeur du foncier augmente. C'est uniquement la collectivité. Et c'est elle qui ne voit pas le retour qui se fait à son égard. Si vous faites comme ça, alors vous ferez comme Berlin. À Berlin, il n'y a pas eu de bulle immobilière, comme à Madrid, comme à Barcelone. Et il n'y a pas le risque à Berlin qu'il y ait l'éclatement de la bulle immobilière qui entraîne derrière lui tout le reste des autres secteurs de l'économie, comme ça s'est passé dans chacune des crises que nous avons vues depuis 2008. Et dois-je, au moins le fais-je pour la mémoire, rappeler que la crise de 2008, c'est la crise des subprimes, et les subprimes, c'était prêté à des gens qui ne pouvaient pas rembourser pour qu'ils acquièrent leur logement. Autrement dit, la dernière et la plus grande crise du capitalisme depuis 1929, selon les termes du président américain, a éclaté parce qu'on ne savait pas quoi faire des pauvres et que la seule idée qu'on a trouvée, c'est de leur prêter de l'argent qu'ils ne pouvaient pas rembourser. Aucune fois la question du logement et du foncier ne sera une question à part. Elle est nécessairement une question centrale. Voilà pourquoi la loi SRU était une tentative, un premier pas, et on avait réussi à convaincre tout le monde. Un premier pas vers une organisation extrêmement méthodique du marché, au moins de l'appropriation du foncier. Parce qu'en créant une obligation pour les communes, on venait évidemment à modifier la nature du foncier. Et vous savez bien comment ça se passe, vous tous qui l'avez vu. Ça me permet de terminer ce que j'avais à dire sur les raisons pour lesquelles nous ne voterons pas cet article, pour aller à une réflexion peut-être plus en profondeur. Je vois ici qu'on considère comme un fait banal et évident que la propriété est le rêve de chaque Français. Ah non, le rêve de chaque Français, c'est un logement. Le rêve de chaque Français, c'est un logement sûr, un logement stable, de bonne qualité, dans lequel on peut rester quand les enfants sont partis, s'y trouver encore, parce que d'autres offres existent pour les enfants pour qu'eux-mêmes se logent. Non, la propriété n'est pas un objectif, il l'est devenu pour tous ceux qui ne pouvaient pas autrement se procurer de logement et qui en avaient les moyens. Ça a été mon cas et celui de quelques-uns ici. Mais c'est l'unique raison. Moi, je ne choisis pas, je n'ai pas formé le rêve d'être propriétaire. J'ai formé le rêve d'être bien logé. Et figurez-vous que même comme propriétaire, je ne m'estime pas si bien logé que ça dans Paris, où tous les appartements sont bruyants, y compris les plus chers. Et combien de pays ne connaissent que le logement social à tarifs différents? Mais c'est à ça qu'aspirent les gens, à un bon logement. Mesdames et messieurs, la dette qui pèse sur vous à chaque instant est la propriété de quelqu'un d'autre sur votre propre vie et sur votre intimité. S'il vous plaît, monsieur de la Verpillière. Écoutez, depuis Jean-Jacques Rousseau, dont je me suis déjà assez réclamé, vous savez ce qu'on pense pour certains d'entre nous de la propriété. Bien. Alors, bon, qu'on s'épargne ça. J'essaye de faire valoir mon argument. Dans un moment, il me semble qu'il est illustré par la situation. Bref. Cette affaire de propriété, c'est la base de l'économie, de la dette dans laquelle est le capitalisme de notre époque. L'accumulation se fait par la sphère financière. La dette, c'est la propriété de quelqu'un d'autre sur votre vie intime. C'est votre futur qui intervient dans votre présent comme une dette. Voilà ce qu'est la dette, une laisse autour du cou. Ne dites pas que les gens courent après les dettes et sont heureux d'en avoir. Car rares sont ceux qui, à part dans les centres-villes, les villes les mieux équipées, vont vraiment profiter d'un développement sans cause de leur capital. Partout ailleurs, c'est le contraire. Tous ceux qui ont acheté des maisons Phoenix, je ne sais pas si ça existe et si ça me vaudra des ennuis, auquel cas, si ça m'en vaut, je me rappelle à tout le monde que l'immunité parlementaire est là pour garantir ma liberté de parole. Ça vaut pour cela comme pour d'autres, y compris pour des journalistes qui ont participé à des guérillas dans le passé. Bref, ça signifie que tous ces gens ont perdu de l'argent, n'en ont pas gagné, ce n'est pas vrai. Donc arrêtons de dire que la propriété est le but ultime du parcours de chaque personne. Non, le but ultime, c'est le bonheur, c'est vivre bien, là où on est, en sachant tous que tout ce que nous vivons peut être provisoire et bien plus provisoire que tout ce qu'on peut croire. Et que par-dessus tout ça, l'illusion d'une dette et d'un acquis qu'on aurait de cette façon, oui, est une illusion. La seule chose qui compte, c'est de savoir si on peut vivre et bien vivre et si les autres se soucient de vous. En abolissant, comme on est en train de le faire, la disposition cardinale de la loi SRU, eh bien, on désarme le peu qui avait été fait pour faire du foncier à bâtir,
pour du logement social, question cruciale de notre époque. La seule chose dont on avait la disposition, eh bien on ne l'aura plus. Et c'est pourquoi nous allons voter contre cet article 46. Merci, Monsieur le Président Mélenchon.